Et bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre quotidienne sport. Esprit Sport, c'est tous les lundis avec le Dauphiné Libéré. Les résultats sportifs, les images de vos équipes, les découvertes de sport moins connues. Et la rencontre avec nos athlètes, c'est par ici, avec la crème des analyses, le piment des commentaires, la fleur de la connaissance. Il s'appelle Éric Clerc. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Voilà, journaliste au Dauphiné Libéré. Le vent de la fraîcheur, la mèche bien placée, le discours aiguisé, notre journaliste Mathias Sarrez. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Alors vous qui aimez le tennis, cette émission est pour vous. On va tout savoir sur l'événement qui va vous ravir. 2 événements en un d'ailleurs, le trophée de la ville de Grenoble et le Grand Prix féminin de l'Isère avec le directeur sportif du Grenoble Tennis qui est là, Guillaume Dechoudins. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va, tout se prépare bien? Très bien, merci. Super, on va en parler dans un petit instant. Pour l'instant, ce sont les résultats du week-end. Pas de miracle à Ernesto Vallon, mais le FCG aurait pu y croire. Les rugbymen grenoblois sont restés dans les crampons du terrible stade toulousain qui n'a tué le match qu'à 20 minutes de la fin. Score final 29-16, le FCG rugby reste 12e du classement avec 3 points d'avance sur Agen. Le 87e rallye Monte-Carlo est parti et bien parti pour notre Isérois Johan Bonato. Engagé en WRC2, il termine l'épreuve leader de sa catégorie. Le pilote moniteur de ski aux Deux-Alpes est 11e au général. Pendant ce temps, Olivier Panis remporte la 2e étape du trophée Andros à Lens-en-Vercors. Après une finale rocambolesque qui a dû être recourue à la suite d'un carambolage, victoire pour le père, 5e place pour le fils Aurélien Panis qui conforte sa 2e place au général. Sur la glace, mais avec plus de grâce. Kevin Emos tout près du podium européen. Une 4e place au championnat d'Europe synonyme d'espoir pour le patineur grenoblois champion de France élite en titre qui confirme ses ambitions pour atteindre le sommet de la hiérarchie internationale dans les années à venir. Pas de victoire depuis le 21 décembre en championnat, mais pas non plus de défaite. Le Grenoble Foot 38 concède une nouvelle fois le nul et rentre déçu dans le vestiaire du Stade des Alpes. Grenoble menait 1-0 dès la 47e grâce à un tir de Romain Grange, la bonne pioche du mercato. Mais le Gazélec Ajaccio obtient un pénalty en fin de match et égalise. Un partout, le GF est 8e de Ligue 2. Et la grande fête du ski nordique aura bien eu lieu à Autrans-Méaudre. Plus de 5550 skieurs ont pris le départ de la foulée blanche, tous âges et toutes épreuves confondues. Côté messieurs, le fondeur de la Clusa, Gérard Agnelet, remporte l'épreuve reine, le 42 km. La reine des dames, c'est Céline Chopard, l'alliée de Valmorteau. Ah là là, ça débat déjà ici sur ce plateau. Péno ou pas péno, Mathias? Non, il n'y avait pas péno. Et pourquoi il n'y avait pas péno? Parce qu'il se laisse tomber. Ah, forcément. Eh ben, il a été sifflé, Eric, l'arbitre a raison. L'arbitre a toujours raison, c'est le principe. Bon, en tout cas, ça fait 1 partout, hein, on rappelle. Esprit Foot, c'est le mardi à 19h15. Et d'ailleurs, c'est Romain Grange, notre invité, le buteur. On a eu le nez creux. Exactement. Ou alors, Esprit Foot porte chance au GF38, on l'espère. Johan Bonato aussi, qui sera invité parmi les invités d'Esprit Montagne spécial des Deux-Alpes. Et c'est aussi jeudi à 19h15. Alors, la boxe, Mathias, ça a toujours marché à Grenoble et ça continue. Ouais, c'était une belle réussite cette nuit de la boxe sur le plan sportif. On a vu des belles affiches, plusieurs combats, amateurs, pros, il y avait même des internationaux, des Bulgares. Et puis il y a eu une belle confrontation qui a clôturé cette petite nuit de la boxe entre Mohamed Ayad et Dimitrov, un Bulgare. Voilà, le Haut-Savoyard est venu se faire plaisir à Grenoble. Ça fait toujours des jolis shows hein, quand même. Ah ouais, oui, c'est toujours de belles soirées la boxe. Des belles soirées, des belles images. Merci Mathias. Et puis on a vu la 4e place de notre Kevin Emos, le Grenoblois. Mais on cocoricote aussi pour nos amis Vanessa James et Morgane Cyprès qui étaient venus ici sur ce plateau au mois de novembre dernier. Ils remportent leur première médaille d'or des championnats d'Europe. La première médaille d'or en patinage de couple. Hein, d'ailleurs, même Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis n'en avaient pas eu. Ils avaient été médaillés de bronze. Donc c'est un sacré cocorico. On est super contents pour le patinage français. En plus, bien sûr, de la médaille d'or des danseurs sur place. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. C'est chouette ça, hein, plutôt Eric. Oui, c'est une belle satisfaction d'ensemble pour le patinage français, parce que, vous l'avez dit aussi, avec Kevin Emos. Donc,
C'est le renouveau du patinage français, on en est très satisfait. Il faut patienter encore 3 ans avant les prochains JO. Si ça ne pouvait pas bouger d'ici là, ce serait plutôt chouette. Ouais, la route est longue. Exactement, mais la roue tourne, voilà. Et tout de suite, c'est le chiffre de la semaine. Le chiffre, je ne le connais pas, c'est Eric Clair qui va nous le dire, mais c'est du foot féminin, évidemment. Eh bien oui, c'est le chiffre 8, puisque les féminines du GF38 font partie des 8 équipes qualifiées encore pour les quarts de finale de la Coupe de France. Les Grenoblois sont allés valider leur billet pour les quarts à Avignon, dimanche. Elles l'ont remporté au tir au but, après le 1-1 à l'issue du temps réglementaire. Elles rencontreront Dijon le 10 février. Ouais. Voilà, une équipe de D1, donc un sacré défi pour les Grenobloises qui sont un peu à la peine en championnat de D2. Elles sont 7e seulement, c'est un petit peu en deçà de leurs ambitions. Elles ont seulement 5 victoires en 14 journées. Donc voilà, la Coupe de France, c'est une petite éclaircie dans leur saison. Tout à fait, Mathias. Ouais, puis il suit les garçons, mais les filles aussi quand même. Les filles aussi, forcément. Puis Dijon, c'est une équipe qui était dans la poule de Grenoble l'année dernière. Elles ne sont pas forcément bien non plus en championnat. Après, si elles passent Dijon, le chemin est tout ouvert, puisque Lyon et le Paris Saint-Germain s'affrontent. Ils pourraient quand même avoir de belles affiches ici à Grenoble. Elles iront quand même se déplacer chez une équipe de D1. C'est un défi qui est pas facile à relever quand même. Non, mais si elle le relève, ce défi, ce sera quand même une super nouvelle. On rappelle que c'est l'année de la Coupe du Monde de foot féminin, Coupe du Monde féminine de foot, on dit. Et ça se passera aussi à Grenoble, avec 5 matchs prévus au Stade des Alpes. On retourne avec les garçons et avec les brûleurs. Alors, les brûleurs toujours bien en route vers leur play-off, Eric ? Oui, ils viennent de remporter une victoire significative contre Amiens. On se rapproche de plus en plus de la fin de la saison régulière. Donc, le Money Time est pour bientôt, les playoffs. Donc, le temps presse. Les Grenoblois sont bien postés à la 2e place, derrière Rouen, toujours. Rouen qui a dépassé les 100 points. Ces derniers jours. Et c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est le symbole de leur saison exceptionnelle. Mais les Grenoblois sont bien campés derrière, donc toujours à l'affût. Et il faudra compter sur eux jusqu'au bout. Ils sont propres aussi. Ils ont battu Chamonix aussi, les Grenoblois. Ils sont plutôt en forme. C'est vrai que les playoffs vont arriver. Il y a 2 recrues, on en a parlé aussi. Les retours de Sacha Treille et de Kyle Hardy aussi. On les verra prochainement d'ailleurs ici sur le plateau d'Esprit Sport. Voilà, les Brûleurs de Loup, c'est une saison longue, on le rappelle. Et les playoffs, c'est bientôt, c'est dans un mois, un gros mois, on va dire. Oui, ça arrive très vite. À raison de 3 matchs par semaine. On n'en est plus très loin. Donc là, les Grenoblois vont passer un test important à Bordeaux demain, avant de recevoir Lyon vendredi et de se déplacer à Gap dimanche. Donc 3 matchs encore qui pourront les aider à affiner un petit peu les réglages avant les playoffs. Ouais, et c'est Bordeaux, une équipe qui n'a pas toujours souri aux Brûleurs de Loup cette saison. Effectivement, merci. On reste sur le hockey. On connaît le hockey, on connaît le roller hockey, on connaît le hockey sur glace, on connaît le roller derby aussi. On a découvert ça ici sur ce plateau, mais tout de suite, on va vers un autre hockey. C'est même un sport olympique. Hop là, un sport olympique que Mathias va nous faire découvrir, c'est... Le hockey sur gazon. Et le fameux. Le fameux, un hockey qui n'en est pas vraiment un, puisqu'il se rapproche plutôt... Pas vraiment teint, même. Pas vraiment teint, même. C'est pour ça. Puisqu'il se rapproche plus du foot, du rugby, des sports collectifs. Et puis, sur gazon, malheureusement, on n'a pas eu la chance de le voir sur gazon, puisque ce n'est pas encore la saison. Alors, on a été leur rendre visite dans un gymnase. Allez, on va voir tout de suite ce fameux hockey sur gazon avec un sacré club à Grenoble. Quand vient l'hiver, le hockey sur gazon se replie dans les gymnases. Ce sport anglo-saxon arrivé à Grenoble en 1985 n'a de similaire avec le hockey sur glace que le nom. Ici, pas de palet mais une balle et une crosse ou un stick utilisable que dans un sens. Je dirais qu'il faut faire un peu de don de sa personne des fois. Parce que c'est un sport où les contacts sont interdits, mais il y a quand même 2-3 bleus, 2-3 bobos. Tout le monde parle du hockey sur glace, oui, c'est violent, ils se tapent dessus. Et oui, mais nous, on n'a pas le droit, donc ça change clairement les phases de jeu. Même le rapport à l'adversaire, c'est un sport très, très fair play. Ici, on n'a pas le droit de se taper dessus, on a tous des crosses, ça peut être dangereux. Donc il y a un grand fair play automatiquement qui est de rigueur sur un terrain.
Dans ce sport où les contacts sont bannis, l'évitement s'impose. Jouant à 11 contre 11 et sur des surfaces synthétiques, les hockeyeurs sur gazon ont des sensations qui se rapprochent plus de celles des footballeurs et des rugbymen. Alors je pense que c'est plus physique au niveau de l'endurance. Bon, c'est sûrement moins, on va dire, explosif que le hockey sur glace. Je ne sais pas s'il y a de la comparaison à avoir un sport co qui est plus explosif que le hockey sur glace avec le fait qu'il y ait des patins et tout. Mais en tout cas, ouais, bon, c'est des sprints. Je pense que c'est au même engagement physique qu'un foot ou rugby. C'est des grands espaces, des longues courses, des longues passes aussi. En France, le hockey sur gazon compte environ 20 000 licenciés. La fédération, qui a établi un plan ambition hockey à l'horizon 2024, peut s'appuyer sur son équipe de France, quart de finaliste du dernier mondial, comme porte-étendard. Voilà, et pardon, on a dit le roller hockey tout à l'heure, on ne sait pas avec quoi ça se joue, le roller hockey évidemment, qui est le sport sur les rollers avec donc les patins en ligne. Oui, Mathias. Un dernier mot, Ouais. le club évolue actuellement en N2 et ne pourra malheureusement pas prétendre à jouer plus haut pour des questions d'infrastructure, mais une belle satisfaction, la ville leur a accordé la réhabilitation des synthétiques de Bachelard, pour la modique somme de 17 000 € quand même, donc ils sont plutôt contents, c'est un joli cadeau pour eux. Oui, ils font bien de se battre, effectivement. On disait tout à l'heure que c'était un sport olympique, pas de médaille française. C'est une discipline qui a été dominée pendant très très longtemps, pendant près de 50 ans par l'Inde. Et aujourd'hui, c'est surtout l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie et les Pays-Bas qui cartonnent. Ouais, Voilà. puis la Belgique aussi, on s'inspire vraiment de la Belgique. C'est un pays qui a fait une bonne performance aux Jeux Olympiques et derrière, ça a explosé en termes de licenciés. La France essaye de suivre un peu le même chemin. C'est un sport olympique aussi, le tennis. Tout à fait. Allez, on y va tout de suite. Vous êtes notre invité. Avec Guillaume Dechoudens, donc directeur sportif du Grenoble Tennis, qui prépare deux beaux événements. Le Grand Prix de la ville de Grenoble, le Trophée de la ville de Grenoble et le Grand Prix féminin de l'Isère, avec une grande première d'ailleurs pour cette année, Mathias. Ouais, une grande première pour les garçons justement, puisque le tournoi devient professionnel et qui du coup s'internationalise. Pour les filles, c'est un tournoi qui est maintenant déjà bien installé. Il y a eu des grandes joueuses qui ont participé comme Amélie Mauresmo, Carolina Pliskova, Pauline Parmentier. C'est vraiment un tournoi qui commence à s'installer dans le paysage du tennis français. Oui, tout à fait. Là, on arrive au 9e NG Open féminin. Donc, c'est un tournoi en plus qui se déroule en début de saison. Donc, qui attire vraiment les joueuses, les jeunes joueuses qui veulent se préparer pour de plus gros événements. Et puis aussi des anciennes bonnes qui ont été un petit peu blessées, qui sont un petit peu moins bien et qui veulent se relancer, qui relancent leur carrière. Donc c'est un tournoi très très attractif de ce point de vue-là. D'autant plus que maintenant on connaît bien les infrastructures du club et les joueuses savent très bien qu'elles vont jouer dans d'excellentes conditions avec la possibilité de s'entraîner puisque nous avons beaucoup de terrain, en plus de faire les matchs. Elle avait gagné en 95, Mauresmo. Oui. Mais le trophée a changé un petit peu de formule. Voilà, donc chez les filles avant c'était un tournoi français et puis c'est devenu ensuite un tournoi international. Lorsque Mauresmo l'a gagné, c'était un tournoi français. Et voilà. Et à l'identique que chez les garçons qui était jusqu'à présent un tournoi français et depuis cette année devient un tournoi international. Alors là, on a parlé de celles qui ont gagné, mais il y a aussi celles qui ont participé. Tout le monde participe, en tout cas toutes les grandes championnes. On a vu aussi Marion Bartoli. Voilà, toutes les Françaises sont passées par Grenoble à un moment donné. Alors qu'elles étaient un petit peu jeunes, alors elles n'ont pas forcément gagné, mais oui, il y a eu Bartoli, oui, toutes les Françaises, Kristina Mladenovic, Caroline Garcia, Pauline Parmentier, on en a parlé, Alizé Cornet également. Sarah Pitkowski. Sarah Pitkowski qui a gagné d'ailleurs. Ouais. Elle a gagné. La particularité, Guillaume, c'est que cette année, pour la première fois, le tournoi masculin va se dérouler en même temps que le tournoi féminin. C'est une première. Voilà, c'est une première en France. Ça se faisait beaucoup à l'étranger. Et nous, c'est quelque chose qu'on souhaitait vraiment faire depuis quelques années. Et là, on a eu enfin l'accord d'obtenir ce tournoi masculin au même moment que le tournoi féminin. Déjà l'obtenir et puis en plus de ça, au même moment. Donc ça crée vraiment une synergie entre les deux tournois et ça permet aux gens à la fois de voir du masculin, du féminin. Et on pense que ça va drainer beaucoup de monde. C'est possible côté structure. Enfin, j'imagine que si ça se produit, c'est que c'est possible. Oui. Mais vous êtes bien organisé, il a fallu changer des choses? Les terrains, on les a. On a 8 terrains, donc ça suffit largement pour faire à la fois les matchs et à la fois les entraînements des joueurs.
Et après, tout ce qui est logistique, finalement, ça ne rajoute pas grand-chose. Hein, tout ce qui est chauffeur, transport, arbitrage, on multiplie pas complètement par deux, on les a déjà et donc on en profite. Est-ce que cette nouvelle formule permet plus d'attractivité pour les joueurs, pas pour le public, on s'en doute, mais pour les joueurs? Le fait qu'il y ait les filles et les garçons? Ouais. Peut-être que s'il y a des filles, ça attire plus de garçons, c'est ça que tu voulais dire? Non, je parlais vice-versa. En termes d'attractivité plutôt autour de Grenoble, pour le niveau aussi. Ah oui, alors pour le public, c'est sûr que ça va faire une espèce de boule de neige, quoi. Ça va faire les gens. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien regarder jouer les garçons, puis du coup ils vont s'intéresser un petit peu aux filles, ils vont voir que c'est sympa, et puis ils vont revenir. Et je pense qu'on aura beaucoup de monde. On a connu le tournoi dans les anciennes installations, où le froid était vraiment connu de tout le monde. On a vu des joueurs, je me rappelle Nicolas Mahut qui avait disputé un match, une finale avec un bonnet et son survêt. Aujourd'hui, là, les joueurs, les joueuses disposent d'infrastructures vraiment top niveau. Ah oui, tout à fait. Là, donc, oui, ce que je disais, donc, entre les terrains de match, les terrains d'entraînement, la salle est isolée, donc on a une température où on peut jouer rapidement en short t-shirt. On a une salle de fitness pour les échauffements, pour la récupération. Donc là, c'est vraiment des infras pour du haut niveau. Ouais. Puis c'est agréable à regarder aussi, parce que c'est voilà, en bois, on s'y sent bien. C'est chaleureux, on voit les images, on s'y sent très bien. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas, en revanche, déçu par le nombre de spectateurs, compte tenu du niveau du tournoi, de la présence de joueurs et de joueuses de niveau international? Et on n'a pas l'impression, malgré tout, que le public répond à la hauteur du plateau. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se déplace beaucoup pour voir les grands champions. Et on ne se rend pas compte que le niveau que ça représente, un joueur ou une joueuse qui est 120 ou 130 mondial. Donc les gens n'y vont pas. À partir du moment où ils ont mis un premier pied dans l'enceinte, ils reviennent. Mais c'est vrai que voilà, le plus dur, c'est de les amener. Alors là, le fait qu'il y ait filles et garçons, moi je pense qu'on aura beaucoup de monde. Puis c'est un sport qui cartonne aussi, qui est très médiatisé, qui ramène beaucoup de monde aussi devant les télés pour les événements. Ici, c'est pareil. Je veux dire, le niveau, c'est un très haut niveau que vous allez présenter. Ah oui, tout à fait. Oui. Bah, là, on a sur le plateau, chez les garçons, ça va jouer entre 300 et 500 mondiales. C'est vrai que ça parle pas trop, mais c'est quand même des joueurs qui sont dans les 15-20 meilleurs joueurs français. Voilà. Et puis chez les filles, le niveau est un petit peu plus haut parce qu'il y a 25 000 $, un peu plus que chez les garçons. Et chez les filles, ça va jouer entre 100 et 250 mondiales, avec des filles, par exemple, comme Océane Dodin, qui va tenter son retour. C'est une fille qui nous avait fait un petit peu rêver en 2016 à Roland-Garros, là, quand elle avait fait un match accroché contre Kuznetsova. Voilà, donc c'est ce genre de joueuses qui vont vont jouer. Chez les garçons, on aura la présence de Geoffrey Blancano. En 2016, il a gagné Roland-Garros Junior, donc c'est quand même un joueur vraiment en devenir. Voilà, on a Hugo Gaston qui est le numéro 2 mondial junior. Donc voilà, tous ces jeunes en devenir qui vont participer. On parle beaucoup de l'équité entre les dotations. Là, finalement, à Grenoble, on donne beaucoup plus aux filles qu'aux garçons, finalement. Voilà. Donc les filles, c'est parce que ça fait quelques années qu'on a commencé. Puis les garçons, c'est la première année. Donc on commence pour la première année sur le prize money le plus faible. Voilà. Et le Grenoble Tennis a décidé, l'année dernière, de ne plus engager d'équipe en championnat de France première division. Vous avez estimé ça un petit peu ce préjudice au niveau sportif, ce que ça représente de plus batailler avec les meilleurs clubs français? Voilà, donc on a pris cette décision. Donc sur un plan budgétaire, on s'est dit qu'on allait plutôt consacrer l'argent pour le développement du club et pour le bien-être des adhérents. On va essayer de faire évoluer les infrastructures avec un parking, avec des terrains de paddle, avec des espaces verts. Et puis on voulait quand même conserver le haut niveau masculin sur Grenoble. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a créé ce tournoi, où là on pense que ça va attirer encore davantage de monde. Et parce qu'il y aura une grosse densité de matchs sur une semaine complète, tous les jours. Et on pense que ça attirera beaucoup plus de public que les matchs par équipe en première division, qui finalement ne sont pas très, très porteurs. Oui, en termes d'image, vous faisiez aussi office de locomotive quand même pour les joueurs et les joueuses. Est-ce que là, le fait de ne plus avoir cette carotte, cette perspective de pouvoir jouer au haut niveau, c'est un préjudice pour vous ? Oui, alors là, on a quand même les équipes qui étaient les équipes 2, qui jouent en National 3. Donc nous, pour la formation des jeunes, ça correspond
ça correspond complètement à leur niveau. Et nous, on espère remonter au fil des années grâce aux jeunes issus de la formation. On a souvent fait le reproche aussi au GT de faire appel à beaucoup d'étrangers pour composer ces équipes-là. Voilà, fut un temps, on avait des Français et des Françaises qui étaient pour certains issus de la formation. Et puis, certains sont partis, ont vieilli. Et puis, du coup, pour pouvoir se maintenir, on a fait appel à des joueurs étrangers pour conserver le niveau. Voilà, mais là, on mise sur la formation. On espère faire monter les jeunes du club. C'est une page qui se tourne dans la politique sportive, tout à fait, on peut le dire. Tout à fait. Une formation qui réussit plutôt pas mal. On voit Baptiste Crépat, par exemple, qui est sorti du club. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes pousses comme ça, éventuellement ? Oui, Baptiste Crépat, il s'entraîne au club, mais il n'était pas licencié au club. Il s'entraîne dans notre centre d'entraînement. Mais il n'y a plus voilà. Il n'y a plus qu'à le récupérer. Ah oui, je ne sais pas. Allez. Et puis, non, sinon, on a des petits jeunes. On a un jeune, d'ailleurs, qui est sur l'année des 14 ans et qui a eu sa sélection en équipe de France pour disputer la Winter Cup la semaine prochaine, donc les championnats d'Europe de tennis. Voilà. Ce genre d'outil peut aider aussi à développer des jeunes les infrastructures actuelles du club. Tout à fait. Là, on a tout pour bien former les jeunes, bien sûr. Allez, le trophée de la ville de Grenoble, pro, il faudra s'y habituer. On est sûr que ça va cartonner. C'est un test pour vous, mais en tout cas, on vous encourage, on vous soutient dans ce trophée, le Grand Prix féminin de l'Isère. Effectivement, c'est une belle quinzaine de tennis, du coup, qui s'annonce à partir de lundi prochain. Donc, c'est tout bon pour vous, messieurs. Merci encore. Il nous manque quand même aussi le reste de l'agenda pour le week-end prochain, par exemple. Mathias, on y va. Oui, le reste de l'agenda, ça commence avec les BDL qui ont 3 matchs cette semaine. Le 29 face à Bordeaux, on le disait tout à l'heure. La réception de Lyon vendredi et puis un déplacement à Gap aussi qui sera très important. Le GSMH reçoit Limoges vendredi, retour à la compétition et retour à Neruda pour les handballeurs, un match qui va les relancer. Pendant que le GF38 ira, lui, à Châteauroux, peut-être pour la première victoire de l'année 2019. Puis on n'a pas d'image, mais tout le week-end, samedi et dimanche, à partir de 9h du matin, il y aura les championnats de France handisport de biathlon à Corançon. Yes. On ne pouvait pas les oublier. Ouais, ça va être un super moment, ça. Merci beaucoup, Mathias. On rappelle que cette émission se déroule en partenariat avec le Dauphiné Libéré. On a beaucoup de chance. J'ai beaucoup d'émotions quand même aussi aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a un journaliste qui était particulièrement cher à la rédaction sportive du Dauphiné qui a disparu la semaine dernière. Voilà, Thierry Gaume, on a une grosse pensée pour lui. C'est un bon camarade aussi, on pense bien à lui, il nous manquera beaucoup. Voilà, merci encore d'avoir suivi cette émission. Très bonne soirée à tous.